Ouverture ce lundi du plus grand procès jamais organisé en Belgique, celui des attentats de mars 2016 qui avait fait 32 morts et 340 blessés à Bruxelles. Entrée en vigueur ce lundi du plafonnement des prix et de l'embargo de l'UE sur le pétrole russe acheminé par voie maritime. Bombardements et coupures de courant à Kherson et dans plusieurs autres villes ukrainiennes alors que les températures négatives sont déjà là. Scepticisme après l'annonce de l'abolition de la police des mœurs en Iran. Les opposants qui réclament la fin du régime dénoncent un leurre. Coup d'envoi de la construction du radiotélescope géant SKA. Un vaste réseau d'antennes va être érigé en Australie et en Afrique du Sud pour explorer les mystères de l'univers. Ouverture ce lundi à la cour d'assises de Bruxelles du plus grand procès jamais organisé en Belgique, celui des attentats de mars 2016. Un moment à la fois attendu et redouté par près d'1 millier de parties civiles, victimes et proches de victimes ou encore témoins traumatisés. Le matin du 22 mars 2016, 2 djihadistes s'étaient fait exploser dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Et un troisième, près d'1 heure plus tard, dans une station de métro du quartier européen. Bilan, 32 morts et 340 blessés. Ces attentats suicides, revendiqués par le groupe État islamique, avaient été perpétrés par la cellule djihadiste déjà à l'origine des attaques du 13 novembre 2015 à Paris. Parmi les 9 accusés, Salah Abdeslam, condamné en juin en France à la perpétuité incompressible. Les débats devraient durer près de 6 mois. Entrée en vigueur ce lundi du plafonnement des prix du pétrole russe acheminé par voie maritime après l'accord conclu il y a quelques jours par les pays de l'Union européenne, du G7 et l'Australie. Désormais, seul le pétrole russe vendu à un prix égal ou inférieur à 60 $ le baril pourra continuer à être livré par des entreprises basées dans les pays concernés. Ceux du G7 fournissent les prestations d'assurance pour 90% des cargaisons mondiales, alors que l'UE est un acteur majeur du fret maritime. L'objectif est de restreindre les revenus de la Russie, tout en s'assurant qu'elle continue à alimenter le marché mondial pour éviter une flambée des prix. La mesure a été critiquée par Moscou, mais aussi par Kiev, qui estime qu'elle ne va pas assez loin. Ce mécanisme vient en complément de l'embargo de l'UE sur le pétrole russe acheminé par voie maritime, qui entre également en vigueur ce lundi. Après avoir été reprise à l'armée russe il y a 3 semaines, la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, continue d'être bombardée. Comme dans d'autres villes du pays, les coupures d'eau et d'électricité sont fréquentes, alors que les températures négatives sont déjà là. L'ennemi compte utiliser l'hiver contre nous, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cela fait partie de sa stratégie de la terreur. Nous devons tout faire pour survivre à cet hiver, même si c'est difficile. Résister à cet hiver, c'est résister à tout. La Russie a beau avoir des missiles et de l'artillerie, nous avons quelque chose qu'elle n'a pas. Protégeons notre foyer, et cela nous donne la plus grande des motivations. Ce dimanche, l'armée de l'air ukrainienne a publié cette vidéo, affirmant avoir frappé un hélicoptère russe, Ka-52. Les civils, eux, continuent de tenter de mener une vie normale, malgré les nombreuses coupures de courant, comme ici, à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Après le prix Nobel de la paix, la cofondatrice de l'ONG Mémorial, Irina Sherbakova, a reçu ce dimanche des mains d'Olaf Scholz le prix Marion Donov pour son travail de défense des droits de l'homme en Russie. L'historienne, qui a fui son pays après le début de l'invasion de l'Ukraine, estime qu'une solution diplomatique n'est pas à l'ordre du jour. Quand j'entends dire, notamment en Allemagne, qu'il faut faire la paix le plus vite possible, je trouve cela un peu enfantin, a-t-elle déclaré. Actuellement, la solution ne peut être que militaire à mes yeux. La mise en place d'une solution diplomatique ne pourra être envisagée que lorsque l'Ukraine pensera avoir gagné cette guerre
et sera en position de fixer ces conditions. En ce qui me concerne, je ne crois qu'en cette possibilité. Avec ou sans Poutine? Non, sans Poutine. Le président russe semble toujours déterminé à poursuivre son invasion de l'Ukraine, qui de son côté répète vouloir récupérer tous ses territoires, dont la Crimée, annexée par la Russie en 2014. En Iran, l'annonce de l'abolition de la police des mœurs est accueillie avec scepticisme par beaucoup. Ce sont ces brigades chargées de faire respecter un strict code vestimentaire qui avait arrêté Mahsa Amini, dont la mort en détention a déclenché une vague de contestation qui dure depuis 2 mois et demi. Pour les opposants au régime, comme cette Iranienne qui vit au Kurdistan irakien, les récentes annonces ne changeront rien au mouvement. Le slogan des manifestants, ce n'est pas la dissolution de la police des mœurs, dit-elle. Certes, une des revendications, c'est la fin du voile obligatoire. Mais la vraie demande, c'est l'élimination du régime. Néanmoins, le soutien aux lois islamiques et au régime reste important, comme le montrent ces images. Si la police des mœurs génère des dissensions, le hijab, pour certains, doit rester obligatoire. La police des mœurs doit exister, mais elle devrait fonctionner conformément à l'éthique et à l'approche islamique. Avec la violence et ce genre de choses, personne ne peut défendre son point de vue ou faire quelque chose de juste. Reste que la fin de la police des mœurs annoncée par le procureur général du pays n'a toujours pas été confirmée par d'autres personnalités du pouvoir et les modalités de sa suppression n'ont pas été explicitées. En Colombie, des pluies torrentielles ont entraîné de nouveaux glissements de terrain. Ce dimanche, c'est une route qui a été engloutie à Pueblo Rico, dans le nord-ouest du pays. Un bus a été emporté par la boue, bilan, au moins 3 morts et une vingtaine de disparus. Cette saison des pluies qui a débuté en août dernier est la pire que la Colombie ait connue depuis 40 ans, provoquant la mort de plus de 270 personnes. Au cœur de son arrière-pays désertique, l'Australie débute la construction d'un vaste réseau d'antennes destiné à devenir rien de moins que le plus puissant radiotélescope du monde. Plus de 130 000 antennes en forme de sapin de Noël seront érigées. Couplées avec un réseau similaire édifié en Afrique du Sud, elles formeront une parabole baptisée SKA, Square Kilometer Array. Ces concepteurs entendaient créer un télescope avec une zone de collecte d'1 km². Au final, elle représentera un peu moins de la moitié de cet objectif. Le projet compte 14 pays membres. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'aboutissement de plusieurs décennies de travail de la part de collègues en Australie et dans les autres pays partenaires du SKA et au-delà. C'est l'aboutissement d'une énorme quantité de travail. Une fois la construction terminée, les 2 télescopes complémentaires seront les oreilles de chaque côté de la planète, nous permettant d'écouter ces murmures de l'univers profond qui suscitent une telle excitation à la fois dans la science et dans l'approfondissement de la compréhension de l'univers dans lequel nous vivons et des origines de la vie. Le projet, né dans les années 90, doit étudier les phénomènes cosmiques les plus violents, comme les supernovas, les trous noirs et les toutes premières traces du Big Bang, la gigantesque explosion à l'origine de la naissance de notre univers, il y a quelques 13 milliards d'années. Le Brésil affronte la Corée du Sud ce lundi en 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar. La Seleção pourra compter sur le retour de Neymar, remis de sa blessure à la cheville. Le défenseur Danilo postule également pour ce match, alors que Gabriel Jesus est forfait pour le reste du tournoi. En face, la Corée du Sud dispute son premier 8e de finale d'un mondial depuis 2010, où elle avait été éliminée par l'Uruguay. Les Sud-Coréens viseront l'exploit face au Brésil. L'autre 8e de finale opposera le Japon à la Croatie. On fait le point avec notre correspondant à Doha. Les Japonais, dit-il, ont été l'une des équipes surprises de ce mondial et ils espèrent que leur Coupe du Monde ne va pas s'arrêter ce soir contre la Croatie. Le Japon a terminé en tête du groupe E après avoir dominé l'Allemagne et l'Espagne. Ils ont rendez-vous désormais avec une équipe croate qui reste sur une série de 8 matchs sans défaite. Une équipe qui n'a pas beaucoup changé par rapport à celle qui avait atteint la finale du mondial en Russie il y a 4 ans. Depuis
depuis le début du tournoi. Le sélectionneur Zlatko Dalic n'a effectué qu'un seul changement dans son 11 de départ. Le Japon, lui, ne s'est jamais qualifié pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde.